Bienvenue à toutes et à tous sur ce webinaire sur les segments émergents autour des NOLO. Marion Barral, j'ai rejoint AOC Conseil il y a maintenant bientôt 7 ans. Je suis de formation ingénieur agronome et œnologue, mais j'ai surtout fait du commerce. Je me suis formée au Royaume-Uni où j'ai travaillé en tant que commerciale pour un importateur de vin. Ensuite, j'ai rejoint la vallée du Rhône, où j'ai pris la direction export d'une propriété à Châteauneuf-du-Pape. Et donc voilà, depuis bientôt 7 ans, j'ai rejoint AOC Conseil et donc je suis la référente sur la partie Rhône-Provence, où voilà, en ce qui me concerne, c'est plus sur la Provence que se pose la question des NOLO, mais on aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard. Vas-y Thierry. À toi. Alors, en ce qui me concerne, donc Thierry Sève, moi je suis plutôt sur la partie Bourgogne-Beaujolais. Ça fait une trentaine d'années que je travaille dans le monde du vin, une quarantaine d'années principalement sur les marchés export. J'ai une formation commerce-export. J'ai été aussi partenaire dans mon parcours d'un domaine viticole dans le Languedoc pendant 8 ans et chez AOC Conseil, moi aussi, à peu près à la même période, un petit peu moins, depuis 6 ans. Voilà, accompagner les entreprises du secteur viticole. Tout de suite, nous n'allons pas entrer dans le débat pour ou contre, parce qu'on a déjà la première personne qui avait rejoint le webinaire et qui disait alors a priori je suis plutôt contre. C'est pas l'objet du jour, au risque de vous décevoir. On n'est pas là pour dire c'est un sacrilège ou d'être hyper opportuniste. On est là pour analyser. Oui, le vin, c'est à la fois un produit culturel, c'est aussi un produit de masse, et ça l'était déjà bien avant qu'on parle de NOLO. Donc, nous, on va essayer de vous apporter sur un sujet qui a quand même été très souvent traité dans la presse, dans des séminaires, etc., ces 2 dernières années. On va essayer de vous apporter une vision plus commerciale et stratégique. C'est notre ADN à AOC Conseil, parce que c'est un sujet qui a souvent été pris sous l'axe plutôt technique, on va dire, le comment. Nous, on va essayer plutôt de voir le pourquoi et où on va et vous aider à avoir des clés de décision. Finalement, est-ce que j'y vais ou j'y vais pas? Alors, pour démarrer, on va déjà parler des opportunités et des défis que peuvent poser ces vins, que ce soit les low alcool ou les no alcool. Cette présentation, elle est assez intéressante parce qu'elle décrit déjà un certain nombre de choses qui vont permettre de réfléchir pour vous, est-ce que j'y vais, est-ce que je n'y vais pas. Déjà, la cible. On le verra derrière, il y a une deuxième slide qui est assez représentative aussi, mais globalement, les acheteurs aujourd'hui de vin NOLO, c'est principalement des gens qui sont issus de la génération Y ou Z. On a aussi ce qu'on appelle les sober curious, qui sont des gens qui recherchent la santé, qui font très attention à leur corps et qui évidemment sont à la recherche de produits sans alcool. Ça, c'était un petit peu la base. Où en est le marché aujourd'hui? Quelque chose d'intéressant entre le no et le low. Le low alcool a des perspectives de croissance qui sont beaucoup plus intéressantes en tous les cas, plus intéressantes que le sans alcool. Vous le voyez, l'étude montre qu'à l'horizon de 2031, on sera à plus de 20% de croissance annuelle, alors que sur les vins sans alcool, on serait plutôt aux alentours de 9. C'est un marché mondial qui est extrêmement important. Comme on l'a mis sur la droite, les principaux marchés, on a 2 marchés qui sont très locomotives, qui sont les USA et le Canada. Mais on a d'autres marchés qui se sont bien développés, les marchés des monopoles, la Suède, la Finlande, et un petit peu partout maintenant. Sur le marché français, ça a été un petit peu plus compliqué, mais on sent les choses bouger. On parle de la distribution, les cavistes spécialisés. Alors, les cavistes traditionnels ont fait barrage pendant quand même pas mal de temps. Aujourd'hui, on les voit changer. Moi, je vois, j'ai quatre cavistes autour de chez moi. Les 4 étaient totalement contre. J'en ai un qui a démarré et il est tellement content que il a un petit peu entraîné les autres. On commence à voir aujourd'hui, même chez les cavistes traditionnels, des vins. Mais c'est pas forcément là qui sont le plus distribués. On verra qu'au niveau de la distribution, elle est quand même surtout sur des réseaux différents.
que ce soit des magasins spécialisés sans alcool. Voilà, donc la distribution très internationale et sur des réseaux plutôt quand même spécialisés. Quels sont les risques à l'adhésion et à faire du vin sans alcool? Je dirais que le premier point, et ça on le ressent chez tout le monde, et surtout chez les producteurs de vin, c'est le rejet du goût. C'est vrai que quand on fait des dégustations, nous on a eu l'occasion de faire plusieurs dégustations à l'aveugle de produits sans alcool ou de produits peu alcoolisés. On a souvent ce rejet, surtout sur les vins rouges, peut-être un petit peu moins sur les vins blancs et de moins en moins sur les vins effervescents. Mais en tous les cas, il y a cet aspect, j'ai l'habitude de boire du vin, je goûte du vin sans alcool, je trouve ça pas bon. Donc ça, c'est effectivement une première approche. Rappelez-vous, on a parlé de la clientèle, c'est pas forcément la même clientèle. Donc ça peut être un frein, mais ça ne doit pas être considéré comme un point qui vous empêche de le faire. Évidemment, il y a la confusion réglementaire, les notions de vin sans alcool, vin désalcoolisé, il faut faire très attention à tout ça. Marion nous présentera tout à l'heure les différentes techniques qui existent et les droits et ce que vous pouvez faire une fois que vous avez produit ces articles-là, comment vous pouvez les étiqueter. Donc ça peut créer une problématique. Et évidemment, l'un des principaux freins, c'est les coûts de production. Produire un vin désalcoolisé coûte effectivement plus cher qu'un vin traditionnel. Il y a une notion logistique. Alors, à l'origine, les prestataires qui pouvaient faire la désalcoolisation étaient peu nombreux. Il fallait transporter le vin en vrac chez eux. Il fallait rapatrier les vins produits, les vins sans alcool ou désalcoolisés chez vous. Tout ça, c'est un coût. Et évidemment que ça augmente le prix de revient du produit que vous allez commercialiser en eau ou en low alcool. À l'inverse, ce qui est sur la colonne, la quatrième colonne, il y a un décalage effectivement entre les attentes du client et la réalité. On note que 40% des acheteurs pensent que le vin sans alcool devrait être moins cher que le vin traditionnel. Or, la réalité technique, c'est que le vin, il coûte plus cher. Donc, on a là aussi un petit décalage sur les gens qui ont été habitués à acheter du vin, qui sont une partie de la clientèle, et pas la totalité de la clientèle, en sachant qu'aujourd'hui, le cœur de marché des vins, on verra tout à l'heure, on vous a fait une petite étude sur un certain nombre de producteurs, mais le cœur du marché est entre 10 et 15 euros la bouteille en prix public. Voilà. Sur la slide suivante, on vous présente le profil des consommateurs. Donc, je vous ai déjà parlé de ces sober curious, qui sont des gens qui recherchent la santé, le bien-être, qui pensent à eux. On a évidemment la génération Z, on a parlé tout à l'heure des générations, de l'effet génération, cette génération qui est prête et qui souhaite consommer moins d'alcool que ses prédécesseurs. C'est un choix culturel. Et puis, on a tout un tas de gens, alors on les a mis au milieu, qui sont des gens qui peuvent avoir un besoin qui peut être ponctuel ou qui peut être à plus long terme. Le conducteur, parce que évidemment, il va au restaurant et qu'il doit ramener la voiture et il doit faire attention. La femme enceinte, ça peut être, on en discutait tout à l'heure avec Marion, ça peut être aussi des gens qui préparent un marathon, ça peut être des gens qui font attention, qui sont des consommateurs de vin traditionnel, mais qui à un instant T vont avoir besoin de consommer des produits non alcoolisés et qui peuvent se retourner pour participer à une soirée avec des amis, voilà, continuer à profiter d'un verre, mais ce sera un vin sans alcool. Voilà. Donc le vin sans alcool, ce n'est pas forcément que pour les gens qui ne consomment pas de vin. Tout à fait. Et contrairement à ce qu'on aurait pu penser il y a 15 ou 20 ans, ce ne sont pas du tout des produits pour des anciens alcooliques. Qui a pu être une erreur de positionnement de certains opérateurs qui se sont lancés sur ces marchés il y a bien longtemps. Et du coup, on parle beaucoup de flexi-drinkers, c'est-à-dire ces consommateurs qui vont autant apprécier de très bons vins et les apprécier sur des soirées, des repas, etc. et qui, de façon, comme l'expliquait Thierry, de façon momentanée, vont passer soit au sein d'une même soirée,
pour juste baisser la quantité d'alcool qu'ils ingèrent, mixer les produits ou alors sur des phases de vie. Et ce qui est très intéressant dans les études, on ne pouvait pas tout vous mettre, hein, déjà la slide précédente est très riche, c'est que lorsqu'on fait des enquêtes consommateurs, à l'étranger, la motivation qui prime le plus est la question santé, alors qu'en France, c'est la peur du contrôle au volant. Donc, vous voyez. Donc, avec ces produits-là, on n'adresse pas non plus forcément les mêmes clientèles et les mêmes intentions d'achat. Alors, les grandes voies techniques, sachant que on est encore en pleine voie exploratoire, donc les nouvelles possibilités pour produire ces produits Nolo vont énormément évoluer, mais sachant que il y a les choses qui sont, voilà, la recherche et développement, mais il y a aussi après la validation réglementaire. Donc, tout ça peut prendre pas mal de temps, mais en tout cas, on va voir beaucoup de choses apparaître sur les années à venir. Aujourd'hui, si on devait simplifier dans les grandes catégories de ces produits-là, vous avez des vins désalcoolisés, donc, comme leur nom l'indique, par des process variés que je vais vous présenter après. On va enlever partiellement ou totalement l'alcool qu'ils avaient au départ. Et là, il y a eu un changement réglementaire parce que selon l'UE, jusqu'à 2021, un vin, c'était quelque chose c'était un produit d'une fermentation alcoolique qui contenait à minima 8,5% d'alcool. Donc là, il y a eu une modification de la réglementation parce que du coup, avant, c'était un ovni qu'on ne savait même pas catégoriser ni nommer. Donc aujourd'hui, le vin désalcoolisé, c'est une catégorie qui existe. Ensuite, nous avons toutes les boissons à base de vin désalcoolisé. Donc, on part d'un vin qu'on a désalcoolisé et on va faire une sorte de recette. On va utiliser certaines pratiques qui sortent des codes de l'œnologie classique pour apporter des arômes, apporter de la texture, etc. Donc là, c'est la catégorie boissons aromatisées à base de vin désalcoolisé. Et après, vous avez tous les produits où on part même pas d'un vin au départ. On peut partir de mou, d'infusion, on peut partir de produits qui sont où on est parti sur des voies plutôt lactiques et pas sur des fermentations alcooliques, etc. Et donc là, on est sur des boissons non fermentées. Et d'ailleurs, ça me fait penser, c'était très intéressant au site Evie. Il y avait un atelier de dégustation à l'aveugle où on devait essayer de deviner si on dégustait des vins désalcoolisés ou des boissons aromatisées à base de vins désalcoolisés ou des boissons non fermentées. Parce qu'à la dégustation, quand même, on arrive pas trop mal à déceler ces catégories-là. Donc, selon les catégories, on ne relève pas du même cadre réglementaire. On ne va pas vous faire un cours, un webinaire sur la réglementation qui est très complexe et qui évolue beaucoup. Mais dès lors que vous partez au départ d'un vin, vous relevez de la réglementation de l'OIV. Donc là, on est sur les règles vinicoles auxquelles vous êtes et des pratiques vinicoles auxquelles vous êtes plutôt aguerris. Dès lors qu'on fait un produit où à la base nous n'avons jamais eu un vin, ça relève du Codex Alimentarius. Donc voilà, c'est pas tout à fait les mêmes règles. Et alors, petite anecdote, je ne sais pas si vous saviez, mais pour pouvoir dire qu'un vin est désalcoolisé, donc là on parle de totalement, on autorise cette nomenclature. La limite, c'est le 0,5% d'alcool, parce qu'on n'arrive jamais complètement à être à zéro. C'est plus souple pour les jus de fruits. Il n'est pas rare d'avoir des jus de fruits. Il y a une petite fermentation, même si c'est pasteurisé. Donc, il n'est pas rare d'avoir des jus de fruits qui titrent à 1 degré d'alcool. Voilà. Donc, il y a différents procédés pour faire nos fameux Nolo. Alors, déjà, on peut tout simplement partir on peut travailler à la vigne avec des vendanges précoces, avec certains types de cépages. Et là, on va plutôt être sur des catégories low alcool, plutôt des vins qui vont titrer autour de 10-11 degrés. Et on verra que sur ces catégories de produits-là, on va adresser les mêmes types de clientèle que lorsqu'on fait des vins classiques. On a toutes les pratiques qui vont être au chai, où là, on va utiliser des process de désalcoolisation. Et puis après, on va avoir, quand on va
imiter un vin, qu'on ne va pas partir d'un vin. Là, on va être sur des techniques de laboratoire et même un petit peu industrielles, hein, où on va créer des recettes. Même on est dans l'univers de l'agroalimentaire. Donc, quelques exemples sur la partie on vendange de façon très précoce pour avoir des produits avec peu d'alcool. Donc, c'est choisir des variétés adaptées. Donc là, je vous ai donné 2 exemples. Tariquet, que vous connaissez certainement, avec son vin l'imprévu. Et beaucoup plus confidentiel, le vin du Var, hein, qui est à base de Rousselli, qui est un cépage qui a quasiment failli disparaître dans le Var. Et le domaine Matéri qui s'est rendu compte que ce cépage-là se prêtait très bien à y monter. Déjà, il avait un faible potentiel à monter en degrés et qu'on pouvait le récolter précocement pour faire un vin qui était aux alentours de 10 degrés et demi. Donc là, typiquement, ce produit-là, il adresse la même clientèle que leur gamme de vins classiques. En général, on a des vins qui sont assez vifs, des acidités bien marquées, qui peut surprendre si on n'a pas un palais assez aguerri à ça. Donc voilà, il faut l'assumer et on va rester sur des codes d'habillage assez traditionnels par rapport à ce qu'on fait sur le reste des gammes. La désalcoolisation, les méthodes de désalcoolisation qu'on trouve le plus à l'heure actuelle, donc il va y avoir ce qu'on appelle les speeding cones, hein, ce sont des cônes qui peuvent être très hauts, hein, ça peut faire 20 mètres de haut, donc là on va être sur des équipements très industriels. Aujourd'hui, il y a des unités de plus petite taille, mais c'est quand même très adapté pour les gros volumes. Vous avez l'osmose inverse, là ce sont des techniques membranaires, hein, on va tout simplement faire passer le vin au travers de membranes très très fines. Et finalement, aujourd'hui, même la nanofiltration, c'est des techniques membranaires, on a des nanofiltrations tellement fines qu'on est presque sur de l'osmose inverse. Là, on peut traiter des plus petits volumes. Toutes ces méthodes, le problème, c'est qu'elles vont toutes à un moment chauffer le vin. Donc, qui dit chauffer le vin veut dire, ça ne veut pas vous surprendre pour les vignerons et vigneronnes d'entre vous, on va perdre beaucoup d'arômes. Jusqu'à 60% des arômes. Et plus on va être sur des types de cépages et des types de vins avec des arômes volatiles, je pense notamment au blanc, au rosé, tous les arômes thiolés, les sauvignons, etc. Il faut savoir qu'on va perdre beaucoup au niveau des arômes. Et on perd bien sûr du volume, parce qu'on enlève de l'alcool et de l'eau. Donc, en moyenne, on perd 15 à 20% des volumes. Petit aparté, l'alcool qu'on récupère qu'on extrait de ces process-là, en général, ne peut pas être utilisé. Il peut être utilisé qu'à des fins industrielles. Donc, au niveau économique, c'est pas tellement intéressant. Et ce d'autant plus que si la prestation de désalcoolisation est faite à un lieu assez éloigné, on ne s'embête pas à ramener de l'alcool qu'on va faiblement valoriser. En général, ça reste chez l'entreprise qui a fait la désalcoolisation et qui vous le défalque de la facture de prestation de désalcoolisation. Donc, dans cette catégorie-là, vous avez des pionniers. Chavin, qui est quand même assez leader sur le marché des nolos. Le Moderato, dont je vais vous présenter à la fin pas mal d'entreprises et de produits. Et puis, vous avez aussi des initiatives plus discrètes, hein, des domaines qui sont plus autour de 30, 40, 50 hectares. Les vignobles Ragueneau, le château de Fontenille, qui sont plus sur des secteurs traditionnels et sur l'export, mais de l'export secteur traditionnel, réseau assez qualitatif. Voilà. Donc, vous avez d'un côté les grosses marques, les grosses machines, et puis des marques plus confidentielles. L'imitation, donc là, on va assembler des mous, des extraits végétaux, on va créer une recette en fait, qui va imiter un vin. Donc là, vous voyez le Petit Béret, qui est l'un des leaders dans ce secteur-là. Il y a marqué profil Cabernet Sauvignon. Donc là, on imite un style Cabernet Sauvignon. Et là, on est vraiment à du 0,000. Il n'y a pas du tout d'alcool. C'est la seule catégorie où on peut
affirmer à 100% qu'il n'y a pas du tout d'alcool, parce qu'à aucun moment, il y a eu une forme de fermentation alcoolique. Donc, pour les marchés qui veulent du zéro absolu, ce type de profil-là, de vin-là, pardon, c'est pas du vin, justement. Ce type de boisson-là convient. Alors, à toi, Thierry, sur l'étude de marché. Alors, donc on vous a fait une petite étude de marché. On va passer assez rapidement parce que c'est à titre informatif, mais quand même, on vous l'a dit tout à l'heure, le cœur de marché, c'est entre 10 et 15 euros. On va néanmoins retrouver un certain nombre de produits qui se retrouvent dans le segment qu'on a considéré, nous, comme étant l'entrée de gamme, donc en dessous de 10 euros. Donc, on va parler évidemment du domaine Pugibet, qui a été un des précurseurs des low alcool. Et là, vous retrouvez donc 3 de ces produits qui sont entre 9 et 10 degrés et demi. Des vins, donc, comme l'a dit Marion, qui sont des vins traditionnels, qui sont vendus sur des réseaux traditionnels. Vincent Pugibet, il a les mêmes importateurs que vous et moi, et il est distribué de la même manière à travers le monde. Il est allé un petit peu plus loin avec un vin désalcoolisé qu'il a gardé dans la gamme malgré tout d'entrée. Et c'est probablement aujourd'hui ceux qui est les moins chers sur le marché. Voilà, donc la gamme Vincent Pugibet. Derrière ça, alors on vous a mis un vin Pierre Chavin, mais on a une page spécifique derrière. Évidemment, donc un vin désalcoolisé qui est noté à 0%. En sachant qu'encore une fois, il est inférieur à 0,5, mais avec un vin qui est dans le segment intermédiaire, entre 10 et 15. Vous voyez qu'on vous a mis des vins entre 12 et 14 euros. Donc Tariquet qui apparaît ici, vendu effectivement selon les marchés entre 8 et 12. Le vignoble Raguenaud, dont on a parlé tout à l'heure, donc un producteur plutôt petit, en tous les cas moyen, qui s'est lancé dans le vin désalcoolisé et qui fonctionne plutôt bien. Donc en rouge, en rosé et en blanc. Voilà, des gammes de prix entre 11 et 14 euros. Marion, c'était un petit mot à rajouter sur eux? Non, par contre, ils ont démarré avec assez petit, 60 hectolitres. On en parlera après parce qu'ils avaient déjà la demande d'un client. Après, ils ont décliné sur les 3 couleurs. Donc, ils y sont allés par étapes. Et ça, on verra que c'est vraiment… ils avaient déjà la première opportunité de marché et ils ont construit par étapes. Ils y sont allés crescendo. Et ça, c'est vraiment important. Voilà, on y reviendra effectivement un petit peu plus tard. Voilà la page qui concerne Pierre Chavin. Donc là, on est vraiment sur une gamme de prix qui est très cadrée, très calibrée par cépage. Voilà, et une gamme qui se vend en France, mais qui se vend quand même beaucoup à l'export, très présente sur les marchés internationaux. Mais on peut la trouver en France, contrairement à d'autres dont on parlera un petit peu plus tard. Voilà, toujours dans le segment intermédiaire d'autres marques, Moderato, dont on a parlé un petit peu tout à l'heure, une marque qui s'est beaucoup fait connaître au moment du Covid, qui a beaucoup communiqué pendant cette période-là. Alors, il n'y a pas de lien de cause à effet. Dans tous les cas, c'est vrai que ça fait 5-6 ans qu'ils sont plutôt bien présents. Vous voyez, on est toujours dans cette même gamme, en dessous de 15 euros, mais on s'en rapproche. Donc, eux sont effectivement issus du sud-ouest, de Gascogne. Et on a ce Prince Oscar, qui est un Bordeaux rouge, qui vient de Saint-Émilion. Donc là, c'est un cas assez particulier. Je ne sais pas si Marion, tu veux rajouter un point, parce que tu les connais un peu. Je reviens dessus après. J'ai une slide dédiée. OK, très bien. Donc, on continue ensuite avec le segment plutôt premium. Donc là, on passe au-dessus de 15 euros avec un blanc et un pétillant, pareil, de chez Moderato. Des vins qui se vendent là aussi. On commence à les voir un peu en France, mais on rentre dans des gammes de prix. On est quand même plutôt présent sur les marchés export là aussi. Quant à l'ultra premium, alors on a surtout aujourd'hui une marque dont vous avez dû entendre parler, French Bloom, qui est rentrée dans le giron d'un grand groupe. Donc c'est un produit, là pour le coup, on en parlait tout à l'heure, où c'est extrêmement compliqué de le trouver en France. Bon, une des bonnes raisons, c'est qu'effectivement on est vraiment sur du premium, voire du ultra premium, parce qu'on a même une cuvée qui est vendue au-delà de 100 euros.
Donc ça, on est sur du produit vraiment typique marketing. Et d'ailleurs, derrière, on vous a mis une petite slide où on vous montre que ce vin, depuis cette année, il est partenaire de la Formule 1 et il joue beaucoup sur son image. Voilà. Donc, on a des produits qui viennent de producteurs type PUJB, qui se sont lancés dans le lot, qui ont décliné ensuite du sans-alcool. On a des gens qui se sont lancés dans le sans-alcool directement, des alcoolisés, on en a qui sont passés par le côté comme le petit béret. Voilà, on a un petit peu de tout, et puis on a évidemment maintenant des produits plus marketés. Donc on se rend compte finalement qu'on commence à avoir un marché du no-lo qui, bien que différent du marché traditionnel, encore une fois, mais qui commence à avoir un petit peu les mêmes démarches, que ce soit au niveau commercial et puis maintenant même au niveau marketing. Oui, et tant que j'y pense, petit complément sur la première slide, là, sur les entrées de gamme, entre guillemets. Vous voyez qu'il n'y en a pas énormément, hein, finalement. Donc ça, Plume, ça fait très longtemps que ça existe. Ce sont plutôt des marques de supermarchés, hein, donc plutôt pour le marché français, grande distribution, et là plutôt sur les personnes âgées auxquelles le docteur a dit attention monsieur, il faudrait un petit peu réduire, aller moins souvent remplir le cubi à la coupée. Ou là pour le coup on peut avoir potentiellement des personnes qui ont eu des problèmes avec l'alcool, etc. Et donc cette catégorie est finalement plutôt sous-représentée, peut-être même amenée à disparaître. Comme on vous l'a dit, le cœur du marché, il est là, hein. Il est entre 10 et 15 euros, avec beaucoup de catégories de produits. On verra qu'on est beaucoup sur des approches par cépage. Et pas mal de produits qui sont représentés à l'export. En matière de stratégie, donc le premier conseil, en fait, c'est de prendre la problématique quand on va parler du no alcool. Ne pas se poser la question de la technique en premier, du comment, mais prendre d'abord la question par le bout commercial. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se lancer là-dessus parce qu'on a lu parce qu'on a écouté le webinaire et on voit que sur un marché où on a l'impression que tout baisse, même si on part de très bas, le no augmente, ou parce qu'un tel dans la région l'a fait, etc. On n'y va pas pour tester. On y va quand on a déjà un premier client qui vous a manifesté un besoin clair. Je rejoins Thierry qui disait en France, on avait des cavistes historiquement très réfractaires. Donc, on a eu une sorte de segmentation du réseau caviste avec les traditionnels, les cavistes indépendants, et des cavistes spécialisés boissons Nolo. Et qu'aujourd'hui, c'est un peu en train de changer. Moi aussi, à Orange, un caviste historique, voilà, ça fait 1 an et demi qui goûte. Il n'a pas encore complètement trouvé son bonheur sur les profils, sur les rosés et les rouges, mais parce que sa clientèle lui demande, tout simplement, quand il y a des femmes enceintes, etc. Donc, le marché qui s'était vraiment scindé, et ça, c'est vraiment français, c'est pas forcément le cas à l'export, c'est en train voilà, on est en train de retrouver un peu de perméabilité. Mais voilà, allez-y dès que vous avez le premier client. N'y allez pas pour tester parce que ça coûte cher. Il y a de la prestation. Donc, voilà, vous ne pouvez pas vous permettre le luxe de vous planter, en fait. Deuxième point important, très important, il faut qu'il y ait l'adhésion en interne sur un projet comme ça. Dégustez, hein, faites des benchmarks comme on l'a fait nous de plusieurs reprises à OC Conseil. Comparez, ajustez, dégustez à l'aveugle d'abord et après dévoiler les bouteilles. Faites-vous un débrief. Parce que si vous-même, vous n'y croyez pas ou vous y allez juste par opportunisme parce que vous pensez que voilà, il y a du business à faire, la moitié de l'équipe n'y croit pas, le marché ne vous suivra pas non plus. Et aussi très important, il va falloir préparer vos équipes. Une fois que vous êtes mis d'accord sur un profil, un projet qui vous plaît, un type de produit qui vous plaît, préparez-les psychologiquement, presque du coaching, parce que c'est un sujet extrêmement clivant. Donc, il faut l'endosser, il faut l'assumer, et vous êtes certain que vous allez être décrié. C'est comme ça. Ça fait partie de ces sujets contemporains très clivants, ce d'autant plus qu'aujourd'hui, il y a la communication digitale.
Et donc, c'est très facile de décrier sous couvert d'anonymat. Je vous parlais des vignobles, on vous présentait les vignobles Raguenot, qui s'est lancé il y a maintenant 3 ans. Ça fonctionne plutôt bien commercialement. C'est un domaine qui a un très fort capital sympathie. Ce sont les 2 sœurs, etc. Voilà. Capital humain très, très fort. Quand elles ont lancé le Nolo sur les réseaux sociaux, ça a été, mais elles en ont pris plein la figure. C'est pas grave, ça les a pas arrêtées. Mais sachez que, quoi que vous fassiez, si vous allez sur ce terrain-là, voilà, vous allez recevoir des remarques assez agressives, parce qu'avec le digital, ça a tendance à être assez agressif, assez direct. Donc, il faut juste préparer les équipes. Et pas le prendre pas le prendre de façon trop directe. C'est pas vous qu'on agresse, c'est le thème qui fait de la controverse, parce que c'est vrai que c'est un sujet assez nouveau. Le premier, ne vous lancez pas sur un marché comme ça. On est sur des nouveaux marchés, des segments qui sont encore de niche, même s'ils est en croissance. Donc, sachez qu'à un moment, il va falloir investir au niveau commercial, au niveau marketing. Alors oui, tout le monde n'est pas French Bloom. Tout le monde n'a pas les moyens de French Bloom pour être le partenaire officiel de Formule 1. Mais il va falloir passer du temps sur le terrain pour expliquer les produits. Sur le digital, on a vu combien les canaux du e-commerce étaient importants pour ces produits-là. L'export aussi. Donc tout ça, c'est pas de la vente facile que vous allez faire au restaurant qui est à 2 km de chez vous. Donc ça, il faut l'avoir anticipé, avoir prévu un budget marketing spécifique à ce lancement de produits et à l'animation commerciale. Donc petit focus sur certains produits que vous avez pu voir dans le reste de, je regarde l'heure, dans le reste de la présentation. Prince Oscar, donc là on est sur un produit, parce que souvent on va, sur les exemples qu'on vous a donnés, on va avoir un même produit qui se décline sous forme de gamme, en différentes couleurs, divers cépages. Alors là, ce qui est assez original avec le Prince Oscar, c'est que c'est un seul vin, un seul produit, et c'est du rouge. Derrière ça, nous avons la famille de Boire, Coralie de Boire, donc à Saint-Émilion. Bon, le premier client, ce sont les propriétaires du PSG. C'est un produit qui est très, très, très vendu donc en Afrique du Nord. Et première commande, voilà, le premier client, ça a été 35 000 bouteilles pour le Parc des Princes, lancé en printemps 2022. Ils ont passé beaucoup, beaucoup de temps en recherche et développement. Bon, là aussi, ils en avaient les moyens. C'est le cas aussi pour French Bloom. En général, ces grosses marques, c'est 2 à 3 ans de R&D parce qu'en fait, ils se posent la question. En fait, ils créent un itinéraire technique dédié pour ces produits-là, parce qu'on a vu que ça décharge beaucoup le produit au niveau aromatique, mais aussi beaucoup au niveau de la structure. Et donc, ils ont beaucoup travaillé sur l'itinéraire au niveau de la vigne et après sur la vinif pour faire une sorte de vin bodybuildé spécifiquement pour la désalcoolisation. Et donc, voilà, en 2023, 50 000 bouteilles produites. Donc là, on est sur un positionnement assez premium. Enfin, c'est aux alentours de 15 € en France. Non, enfin, c'est le cœur du marché. On le trouve en France, mais sachez que premier réseau de distribution, c'est l'export, et ce sont sur les pays Qatar. Et donc, le petit bleu, blanc, rouge, le petit drapeau que vous allez voir sur d'autres produits, sur ces nolos qui ciblent beaucoup les marchés export. Le French Bloom dont on vous a parlé. Donc là, lancement en octobre 2001, là aussi, 2 à 3 ans de R&D. Et donc, j'ai oublié de vous mettre les références bien comme il faut. Je corrigerai, j'ai vu 2-3 fautes de frappe, sincèrement désolée. Donc là, on est sur une triple promesse, pardon. On est non seulement sur la promesse du sans-alcool, on est sur la promesse du bio, et on est sur la promesse du sans sulfite ajouté. Le produit de base, c'est du chardonnay qui vient de Limoux, dans l'Aude. Et donc là, comme on l'a vu, positionnement très, très premium. Ça appartient parmi les investisseurs, on a LVMH.
Donc là, on a des gros moyens, c'est la grosse machine, le partenariat avec Formule 1, et clairement qui cible l'export, les marchés luxe, les restaurants étoilés. Et là, on est sur des volumes de 500 000 bouteilles en 2024. On voit qu'on a ce côté bleu, blanc, rouge qu'on avait sur le Prince Oscar. On a la promesse du bio, on a la promesse du zéro. Et on est complètement sur les codes des rosés glamour de Provence. On est clairement sur le ciblage d'une clientèle plutôt très féminine, sur avoir très forte communication sur les réseaux sociaux, Instagram, très glamour, etc. Et c'est de la bulle, là, qui existe en blanc et en rosé, en format magnum. Donc, la colombette, c'est Vincent Pugibé, dont Thierry vous a déjà parlé, qui a été pionnier sur la désalcoolisation, mais à tel point que lui, vous verrez qu'on a beaucoup d'héroltés dans ces pionniers de la désalcoolisation. Je suis d'ailleurs moi-même originaire de l'Hérault, fille de viticulteur là-bas. Et lui, il y a encore des vidéos qui traînent sur YouTube où on voyait qu'au début, il ne savait même pas comment déclarer aux douanes parce qu'il crée des produits qui ne rentraient dans aucune case. Il était avant-gardiste même trop parce que les premiers vins désalcoolisés qu'il y avait, il n'y avait quasiment pas de marché pour ça. Les marchés sont arrivés 15 à 20 ans après. Mais donc voilà, c'est la famille Pugibé qui, alors là, ils sont vraiment aguerris sur le plan technique, sur le plan réglementaire maintenant aussi. Et d'ailleurs, c'est l'un des conseils que je vous donnerai, hein, si vous vous lancez, au-delà des aspects commerciaux, techniques, etc., de très vite vous rapprocher du service des douanes et de la répression des fraudes, parce que même si ça se structure, on n'est pas à l'abri toujours d'une évolution réglementaire, etc. Donc, ce serait dommage que vous ayez travaillé sur le lancement d'un produit et que finalement, ça tombe à l'eau 3 mois après parce que l'étiquette n'est pas conforme ou au niveau douanier, vous n'avez pas fait les déclarations qu'il faut, etc. Donc, faites plutôt preuve de bonne foi avant d'y aller pour avoir bien les bonnes infos. Et donc là, parmi toutes les catégories de vins que fait Vincent Pugibé à la Colombette, il y a Plume qui, comme je vous disais, est plutôt dans la catégorie en dessous de 10 €, plutôt en grande distribution. Là, on est sur un lot à 9 degrés et qui adresse plutôt une clientèle assez âgée. Ensuite, Petit Béret, encore un hérolté. Donc, le fondateur qui s'appelle Fatih Beni, et cette marque a été passée beaucoup dans la presse. Alors, il y avait eu un partenariat avec Dominique Laporte qui a signé certaines cuvées. Donc, c'est un sommelier qui a été meilleur sommelier de France. Mais surtout, depuis le début de cette année, il y a Omar Sy, qui est le comédien, hein, qui est devenu actionnaire de cette marque. Donc, voilà, ça a fait son petit buzz. Et donc, fondation, donc c'est à Béziers, dans l'Hérault. Là, il n'y a pas du tout de… On n'est pas sur un produit désalcoolisé. On est sur un produit qui va imiter, on est sur une recette qui va imiter des profils de vin. Donc, on est vraiment sur du 0, 0, 0. De la multicertification, ça, on voit que c'est assez récurrent sur ces produits-là. On ne promet pas seulement le pas d'alcool, on promet aussi que c'est du bio, du halal, du sans sulfite, etc., sans sulfite ajouté, qui va permettre d'adresser des marchés, on va dire, grands comptes, type des monopoles, dont parlait Thierry, des marchés grands comptes très exigeants à l'export. Petit Béret, ça c'est sa gamme un peu plus traditionnelle, on va dire. Chavin, dont Thierry vous a parlé aussi, donc la fondatrice Mathilde Boulachin, qui elle le raconte très bien son histoire, c'est que quand elle s'est retrouvée sur sa première grossesse, quand elle allait chez des amis, on lui proposait du jus de fruits ou du Coca-Cola, quoi. Et ça l'agaçait. Donc, c'est là qu'est née cette idée. Mais elle aussi, elle était très en avance sur son marché, hein, sur les marchés. Elle a démarré en 2010 dans l'Hérault. Et donc, elle est sur les process de désalcoolisation et elle est vraiment très leader. Elle a une gamme très étoffée. Elle a des habillages plutôt assez traditionnels, d'autres plutôt modernes. Elle vend dans 65 pays, 90% à l'export. Donc là, par exemple, vous avez un rosé qui est
typiquement sur les codes des rosés de Provence qui sont vendus à l'export. Le petit bleu, blanc, rouge, voilà, pour l'export. Le Moderato dont on a parlé, qui vient du sud-ouest, qui a en effet, comme le disait Thierry, beaucoup communiqué pendant le Covid, et plutôt très bien. Moi, je les garde encore lorsque je fais des cours sur le marketing digital. Ils faisaient des publicités sur Facebook et Instagram qui étaient plutôt bien construites avec là encore, la multi-promesse. La promesse du sans-alcool, la promesse du bio, la promesse du sans sulfite ajouté. Parce que souvent, on se rend compte que ces flexi-drinkers qui vont vers ces types de produits ont cette attente de plusieurs promesses. Donc, c'est aussi quelque chose à intégrer. Est-ce que d'aller faire désalcooliser un vin qui va voyager très loin, beaucoup de transport, donc un bilan carbone extrêmement important, auquel on va rajouter beaucoup de sucre, donc qui au niveau santé, au niveau pour la ligne, etc., n'est pas très bon, il y a peut-être de l'incohérence. Donc, et il y a des produits sur le marché qui correspondent à ce que je viens de dire, où il y a de l'incohérence au niveau de ces promesses. Donc voilà, pour moi, c'est bancal, c'est pas bien pensé dès le départ. On a aussi le Born to be Free, là, d'ailleurs, j'aurais dû le mettre avant, c'est aussi Pugibé, donc vous voyez, sur un habillage un peu plus moderne, de la capsule à vis. Ça, c'est clairement fait pour l'export, et le nom de la cuvée et la capsule à vis. Sachez que si vous réfléchissez à l'itinéraire technique, aujourd'hui, il y a de plus en plus d'unités qui font de la désalcoolisation. À plus petite échelle, vous vouliez faire ça il y a 10 ans, il fallait partir sur 250 hectos minimum. Il y avait plus de 30 000 bouteilles et c'était énorme. Aujourd'hui, vous pouvez démarrer à 20, 30, 40 hectos. Mais il faut aussi être certain que vous avez des unités où on peut faire la mise en bouteille et dans des conditions d'hygiène très strictes parce qu'on est sur des produits très fragiles. Donc, voilà. Mirésie, là, on est sur... donc là, c'est la famille Ravoir en Provence. On est sur un produit non, pardon, là, le Mirésie, non, c'est en Corse. Je confonds, parce qu'il y en a un qui ressemble à la famille Ravoir. Donc là, on est sur des bulles où on n'a pas désalcoolisé. En fait, on est parti juste d'un mou qui a démarré une fermentation. Donc, il y a encore pas mal de sucre résiduel. Mais voilà, cépage très aromatique, de la bulle, beaucoup de fruits, etc. Donc, ça, c'est clairement le type de produit qui trouve son public sur les apéritifs, sur les côtés festivals, etc. Le tip top des vignobles Raguenau, dont on vous a parlé, qui sont à Bordeaux, qui avaient démarré sur un rouge suite à la demande d'un client, 60 hectos, et qui après ont décliné en blanc et en rosé. Ils ont aussi très rapidement présenté leurs produits. Il y a des concours dédiés, ils ne sont pas nombreux, mais par exemple, le Greens Business fait un concours spécifique pour les nolos. Et c'est vrai que eux, c'est surtout à l'export qu'ils développent ce produit-là. Donc, vous voyez aussi la capsule à vis qui est adaptée pour ces marchés. Enfin, un produit qui a fait beaucoup de controverses, que j'ai découvert en ce qui me concerne le millésime bio, pas 2026, mais 25, c'est un produit où il n'y a pas de fermentation. Ça s'appelle le vin, sauf que on ne part jamais d'un vin. Il y a une fermentation, mais on est plutôt sur des voies lactiques. Un petit peu comme les boissons à la mode, les kéfirs, etc. Donc, il est vraiment à 0%. On part du cépage chardonnay, donc il a une approche aussi par cépage. C'est du bio. Ce qui a fait beaucoup controverse, c'est le fait de l'appeler le vin. Je me suis moi-même posé la question si le produit était encore commercialisé. En allant sur le site internet, j'ai vu que oui, parce que c'est quand même un peu borderline au regard de la répression des fraudes. C'est ce qui était beaucoup décrié au lancement de ce produit-là, parce que ça peut être trompeur pour le consommateur. C'est le vin. Or, il y a même à la base jamais eu du vin. Voilà, ça imite le vin. Donc, et c'est plutôt assez intéressant au niveau dégustation. On n'est pas complètement dans l'univers du vin parce qu'on a un côté fermentaire qu'on ne retrouve pas dans le vin, mais qui peut parfois être plus intéressant sur le plan gustatif
qu'un vin très décharné par de la désalcoolisation. Je vous ai mis le lien vers la fiche technique pour si vous voulez aller voir un peu plus en détail. Thierry, vas-y. Alors, on se rapproche de la fin. Évidemment, quand on en arrive à la phase je vais le faire, il y a des questions à se poser. Alors, sachez déjà qu'en termes de coût de production, faire vous-même du vin désalcoolisé, ça sera relativement compliqué. Les investissements requis, voilà, on les a nous évalués entre 100 000 et un peu plus d'1 million d'euros. Donc, évidemment que c'est pour des petits volumes pas envisageable. Par contre, comme l'a dit Marion, il y a de plus en plus de prestataires qui peuvent le faire maintenant. Alors, le premier gros prestataire dont vous avez peut-être déjà entendu parler est en Allemagne, c'est le créateur d'ailleurs du processus de désalcoolisation. Au départ, tout le monde travaillait avec lui. Depuis, il y a des structures qui se sont montées en France, donc des structures fixes. Vous envoyez votre vin, il le désalcoolise, vous le rapatriez. Mais on a aussi maintenant de plus en plus de prestataires qui viennent le faire chez vous. En termes de coûts, voilà, en fonction des volumes, évidemment, si vous avez des gros volumes, le coût sera moins important. Il faut compter aux alentours de 25 € par hectolitre pour vraiment des gros volumes. Et ça peut monter jusqu'à 200 € par hectolitre pour des volumes plus limités. On vous l'a mis, un certain nombre de prestataires maintenant vous proposent de faire des essais, donc sur 10 litres. Et globalement, les prix qui sont proposés, c'est aux alentours de 1 000 €. Donc, ça peut paraître beaucoup, effectivement, parce qu'on est à 100 € du litre. Mais en tous les cas, ça vous permet de tester avant de décliner et de faire un volume plus important, de tester, d'avoir des échantillons, de les faire déguster, de les goûter vous-même en interne. Donc, c'est une option aujourd'hui qui n'existait pas il y a quelques années, qui peut être intéressante pour des petits ou des producteurs plus moyens. Juste un complément, Thierry, ce qu'il faut savoir, c'est que les petites à moyennes unités qui désalcoolisent, faut être vigilant parce qu'elles ont tendance à couler pas mal sous la demande. Donc, il y a certaines unités qui sont à saturation, qui ne peuvent plus prendre de nouveaux clients. Donc là aussi, renseignez-vous un petit peu en avance si vous vous lancez sur un projet comme ça. Voilà. Donc, un point juste qu'il faut vraiment, là, il faut vraiment être vigilant. On vous l'a mis sur la slide précédente tout en bas, mais c'est effectivement important à tout moment. Mais dans l'étude, il faudra surtout faire une étude de ces prix de revient. Si vous devez envoyer votre vin, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a le transport du vrac, il y a le retour des bouteilles, il y a la désalcoolisation qui a un coût qui est quand même assez important. Est-ce que vous serez derrière dans cette gamme de prix dont on a parlé tout à l'heure entre 10 et 15 €? Est-ce que vous vous retrouverez au-delà? Voilà, ça vous permet d'être prêt. On vous a indiqué tout à l'heure qu'il fallait prévoir un budget de marketing, un budget de communication, de promotion. Tout ça, c'est une étude qu'il faut faire en amont et qui est extrêmement importante, évidemment. Vas-y, Marie. Alors, sur certains marchés, ça peut représenter un gain de compétitivité parce que sur certains marchés, les assises sont au prorata des degrés. Par exemple, au Royaume-Uni, un vin 14,5, il est taxé 3,21 livres, alors qu'un vin à 9 degrés, il est taxé qu'à 1,99 livre. On sait que les assises en Angleterre, les consommateurs sont assassins. Donc, on a un vrai gain de compétitivité. C'est le cas aussi en Irlande, où les assises dépendent du degré. Vous voyez, pour un vin à 13,5, on est à 3,19 €. Un vin à 5,5 degrés, on est à peu près 1 €. Voilà. Suède, Norvège, Finlande aussi, les coûts varient selon le degré alcoolique, sachant qu'en plus, là, sur ces monopoles, il y a des marchés très, très demandeurs. Donc là aussi, quand vous réfléchissez sur les marchés que vous allez cibler, va falloir être encore plus précis, plus chirurgical dans votre ciblage que sur vos vins classiques que vous connaissez bien et que vous commercialisez depuis longtemps. Thierry, si tu veux y aller. Alors, pour finir, en fait, on en revient à ce qu'on a essayé de vous présenter. Le verdict de est-ce que je me lance? La première chose, effectivement, c'est déjà d'avoir un débouché. On en revient à ça, on ne démarre pas, en tous les cas, ou alors vous prenez un risque extrêmement important. Mais on le voit, nous, parmi les clients qui ont démarré, avec qui on travaille et qui ont démarré ce type de produit, ils avaient d'abord un débouché. Une fois qu'ils ont eu leur débouché, ils ont travaillé sur les prix de revient, ils ont travaillé sur le comment, comme on l'a dit tout à l'heure, et puis après, derrière, ils ont travaillé sur leur budget marketing,
parce que lancer un nouveau produit, ça demande, on l'a dit, des investissements. Et effectivement, là aussi, préparer son équipe. Donc ça prend un petit peu de temps. Ça se fait pas du jour au lendemain, mais en tous les cas, il faut préparer. Il faut être prêt à préparer ses équipes. On vous l'a dit, sur l'aspect produit et puis sur l'aspect risque de retour de mauvaise communication sur votre entreprise. Voilà. Donc, c'est un nouvel espace, on vous l'a dit. Il faut que vous en teniez compte dans votre projet. Voilà, et pour terminer, là, vous aurez le lien, hein, vous aurez et le replay, et les slides, et le lien. On a essayé de travailler sur un arbre décisionnel parce que ça relève pas mal de questions. Hein. Par exemple, si vous êtes en bio, sachez que la réglementation qui est en pleine évolution a changé en mars 2025. Avant tout process de désalcoolisation, vous faisait perdre sur le ou les produits désalcoolisés, en partie totalement désalcoolisés, la certification. Donc, ça faisait partie des choses à avoir en tête avant de dire j'y vais ou j'y vais pas. Aujourd'hui, vous pouvez faire du totalement désalcoolisé en restant bio. Si vous êtes juste en partiellement désalcoolisé, vous perdez la certification bio. Selon les appellations dans lesquelles vous êtes. Donc, voilà, vous avez fait une sorte d'arbre décisionnel. C'est important que vous regardiez chaque point pour vraiment faire une analyse. Voilà. Et pas sauter sur le sujet juste parce que vous avez repéré qu'il y a une unité de désalcoolisation. Il y en a 2 assez importantes, Bordeaux-Familles et Vivatour, maintenant en France. Voilà, ça ne suffit pas, la faisabilité technique. Si jamais il y a des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Tout le groupe AOC, on est effectivement répartis par région. Donc, n'hésitez pas à contacter déjà aussi si vous avez des questions spécifiques sur cet aspect ou sur d'autres. Un grand merci à vous pour votre écoute. Bonne soirée. Merci beaucoup et bonne soirée.